Bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes sur Frais Matin. La levée d'immunité de certains députés à l'Assemblée nationale fait à nouveau l'actualité. En ligne de mire, les députés à Taourenouro dans l'affaire des faux médicaments. Valentin Djenotin et Idrissou Bako cités dans le Coton Gate. Nous essaierons donc de faire le débat sur ce plateau avec Kader Achirou et Carles Quito. Mais nous suivrons donc la une des journaux avec vous, Kader, dans un instant. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan, chers amis internautes. Bonjour à la une des quotidiens parus ce matin. Nous avons deux sujets qui font l'actualité, comme l'a évoqué Nadège Diwan. Il y a la levée immunitaire de quelques députés de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Henri Bako et Idrissou Bako plutôt, et de Valentin Djenotin, sans oublier Atta Mohamed Renoukou. Nous avons également les décisions issues du dernier conclave gouvernemental. Nous avons le tourisme à l'ère du Bénin révélé. Nous y reviendrons dans un instant. En sport, le Paris Saint-Germain n'a pas été magique hier soir au stade Santiago Bernabéu. Nous en parlerons dans un instant. Le bulletin matinal d'information. Carles Quito, bonjour. Bonjour Nadège. La grande décision du Conseil des ministres de ce 14 février et la démission du président Jacob Zuma font l'actualité de ce jour. En sport toujours, nous reviendrons sur la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines dames zone B qui a démarré donc ce mercredi en Côte d'Ivoire à Abidjan. Bonjour, bienvenue. Voici pour vous la une des journaux. Chers amis internautes, à nouveau bonjour. Une actualité internationale pour débuter ce tour de l'actualité. Ce matin, la nation qui affiche à l'oreille gauche de sa parution du jour, Afrique du Sud, Jacob Zuma se retire de la présidence, toujours avec le quotidien national d'information, tourisme à l'ère du Bénin révélé, le parc de la Péjari renaît. Nous restons avec le quotidien national d'information, Conseil des ministres, une agence pour les événements officiels, culturels et sportifs, les statuts du Fonds des arts et de la culture approuvés. Matin libre à présent, demande de levée d'immunité de députés, un test grandeur nature pour le bloc de la majorité parlementaire. Toujours avec le quotidien béninois Matin libre, évaluation de l'incidence du statut des enseignants, le rapport de la commission déposé normalement ce jour. La nouvelle gazette, la crise sociale au Bénin. Après l'église catholique, les protestants félicitent Patrice Talon, lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques. La justice demande la levée de l'immunité des députés à Tao, Djenotin et Bako. Soleil levant, Antoine Bonou, coordonnateur général de Wemehwe 2018, aura bel et bien lieu à Djoun du 21 au 25 février, rassure-t-il. La dépêche, gestion de la transhumance transfrontalière, prendre le taureau par les cornes, ce que rapporte la transhumance au Bénin sont à découvrir dans les colonnes du journal aux pages 3, 6, 7 et 12. Fraternité, dossier faux médicaments, filière coton et Sonapra, la justice demande la levée d'immunité de 3 députés. En deuxième titre à la une de l'apparition du jour de Fraternité, avancée du processus démocratique, séminaire décisif pour la réforme du système partisan. Le matinal, Conseil des ministres, une agence remplace le CONAMO. Toujours avec le défi d'une génération, rencontre entre le chef de l'État et les religieux. Les méthodistes succèdent aux catholiques. La nouvelle tribune, Talon Yahi vers une nouvelle saison de rivalité, s'inquiète le journal. Nous restons avec la nouvelle tribune pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Populisme déguisé sous la rupture. Les habitudes contestées refont surface. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Vous les avez également sur Internet, donc en ligne. Le bulletin matinal d'information. Nous parlerons entre autres des grandes décisions issues du conclave gouvernemental. C'était hier. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce 15 février 2018. Le Conseil des ministres est réuni hier, mercredi 14 février, sous la présidence effective du chef de l'État. Entre autres sujets débattus, le projet de contournement nord-est de la ville de Cotonou a été annoncé. Un ambitieux projet cher au président Patrice Talon. Le ministre Joseph Tchokbenou, au cours du point de presse, rapporte l'essentiel des décisions prises dans ce cadre. Écoutons-le. Vous savez que c'est l'un des projets phares auquel tient le président de la République. On va dire que on n'a pas tort d'être fier, on n'a pas tort d'être satisfait, on n'a pas tort d'espérer résolument que non seulement on sera soulagé, à titre individuel, à titre collectif, des désagréments que nous cause l'entrée et la sortie de Cotonou. On est fier aussi de voir notre pays être vu d'un autre point de vue, sous un autre angle, sous l'angle de la modernité,
parce que ce sont les infrastructures de la dernière génération. Et bien entendu, est-ce que le compte à rebours a commencé? Bien entendu. Parce que, évidemment, vous avez relevé que l'on a reçu dans la phase de préqualification, conformément à la loi portant partenariat public-privé et au code des marchés publics, que nous avons reçu beaucoup plus d'offres, beaucoup plus, on va dire, de disponibilité que nous en attendions, que le projet a intéressé. Et que finalement, nous avons reçu, sélectionné 3 propositions qui se tiennent. Et que le Conseil des ministres a décidé de mettre ces 3 opérateurs, ces 3 partenaires potentiels en compétition pour avoir la meilleure offre finale possible. La meilleure offre finale en termes de qualité, en termes de coût, en termes de capacité à accueillir cette modernité. Et c'est ce que, disons, dans les délais qui ont été prescrits, non seulement par la loi, mais également encouragés par le gouvernement, dans ces délais, nous attendons que les offres se précisent et que, finalement, que l'un des partenaires soit désigné. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup d'enthousiasme que nous attendons d'accueillir donc la réalisation de cette infrastructure plus qu'importante. Toujours au cours du Conseil des ministres, la gestion du parc de la Pandjari par l'ONG Africa Network a également fait objet de débat. Le garde des Sceaux en fait le rapport. Chacun a dû ressentir cette fierté-là, de savoir que cela se passe au Bénin, de savoir que c'est un patrimoine tout aussi important que nous avons, que nous n'avons pas de pétrole, que nous n'avons pas d'autres ressources que celles naturelles, que notre environnement, que notre parc Pandjari. Et que depuis 1 an, avec cette sorte de revitalisation, ce nouveau dynamisme, on va dire cette renaissance du parc national Pandjari, vous avez donc tous senti cette fierté. Et je n'aurai qu'à constater que cette fierté est partagée. Mais seulement, peut-être, préciser que l'on a eu tort de considérer que le parc a été cédé à des étrangers, que le parc a été vendu à des étrangers, que le gouvernement agit dans le sens de piétiner les intérêts nationaux. Ce que vous avez vu, que vous pouvez, vous aussi, aller regarder de près. Parce que vous n'avez pas seulement le droit, vous avez quelque part, chaque citoyen a quelque part, l'obligation de ce tourisme national. De ne pas seulement entendre des autres, de ne pas seulement regarder par autrui, d'aller regarder par soi-même, en famille ou en ami, ce qui se fait de si bien. Eh bien, quand vous aurez, parce que vous avez vu tout cela, c'est le meilleur témoignage qu'il s'agit premièrement d'une délégation de la gestion du parc, qui consiste en quoi? Puisque c'est le patrimoine national, le gouvernement s'est interrogé sur la meilleure manière d'assurer une gestion non pas seulement efficace, mais une gestion efficiente de ce patrimoine. Une gestion qui rehausse l'attractivité du Bénin au plan touristique. Et de dire que pourquoi, alors que nous sommes État, que nous n'avons pas de compétences particulières dans ce secteur, pourquoi ne pas rechercher celles et ceux qui ont cette compétence spécifique et déléguer la gestion? C'est ce qui a justifié l'avènement de African Park Network, qui est une organisation non gouvernementale. Et vous savez que la vocation d'une association, d'une organisation non gouvernementale, n'est pas la recherche du lucre, n'est pas la satisfaction, le profit commercial. Parce que ce sont des militants de la protection de l'environnement au plan universel. Mais ce sont des militants professionnels qui ont des démarches tout aussi professionnalisées. Et c'est à ces personnes, c'est à cette organisation que depuis 1 an, le gouvernement a conféré le pouvoir de gérer le parc Pandjari. Les résultats sont ceux que vous avez déjà vus, seulement 1 an. Je voudrais profiter de votre intervention, de l'expression de votre préoccupation, pour appeler chacun de nous d'avoir cette
on ne va même pas dire courage, on ne va même pas dire humilité, ce devoir citoyen d'aller voir ailleurs que Cotonou, que les plages de Cotonou, et de considérer que l'on peut désormais aller en 1 heure déjà de vol. Parce que, évidemment, il y a un espace dédié pour recevoir les aéronefs au sein du parc et de regarder. Je voudrais inviter celles et ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, sur les forats, de se cotiser et de faire une virée à l'intérieur du parc national Pendjari. De faire cela, et quand ils seront de retour, on va pouvoir discuter. Je voudrais inviter celles et ceux, quel que soit le corps, parce que béninoises, parce que béninois, de programmer, d'aller voir, de ne pas se faire raconter. Voilà, quand nous aurions fait cela, nous aurions accompli quelque part un devoir citoyen. Et nous aurions le pouvoir de demander des comptes. Parce que, évidemment, certes, le gouvernement a l'obligation de rendre compte, mais le citoyen doit se mettre en capacité de demander des comptes. Et se mettre en capacité dans ce secteur, c'est aller voir et venir dire et venir discuter. Je vous remercie. Après le clergé catholique, le président Patrice Talon a reçu hier une délégation de l'église protestante méthodiste du Bénin. Le chef de l'État affiche sa disponibilité à écouter toutes les confessions religieuses pour l'aboutissement du dialogue social. Cette rencontre qui a lieu après la fin des tensions entre les deux franges qui s'affrontent au sein de cette église et l'élection d'un nouveau président réjouit le président Patrice Talon. Le président de l'église protestante méthodiste du Bénin, le référent pasteur Amos Mondjesou Ronsa, a présenté la nouvelle équipe dirigeante de cette confession religieuse au Bénin. La justice sénégalaise a renvoyé au 14 mars prochain le procès de 31 djihadistes présumés. Ils ont comparu hier mercredi devant un tribunal de Dakar pour actes de terrorisme et financement de terrorisme. 3 femmes et un célèbre imam, Aliou Ndao, figurent parmi les prévenus de nationalité sénégalaise. Ndao est en détention depuis 2 ans. L'un des prévenus est soupçonné de s'être rendu en Syrie. Des liens supposés avec des djihadistes étrangers ont été découverts sur les téléphones portables de certains prévenus. Il s'agit du premier procès collectif des djihadistes présumés au Sénégal. Bouclons cette édition avec une information venant de l'Afrique du Sud. J'ai décidé de démissionner du poste de président de la République avec effet immédiat, même si je ne suis pas d'accord avec la direction de mon organisation, a déclaré Jacob Zuma lors d'une allocution retransmise en direct à la télévision nationale sud-africaine. Je dois accepter que mon parti et mes compatriotes veulent me renvoyer, a-t-il ajouté, assurant avoir toujours été un membre discipliné de l'ANC. Après 2 semaines de tractation, le parti au pouvoir a exigé mardi la démission du président Zuma, empêtré dans des scandales de corruption. Le pouvoir de Jacob Zuma a commencé à vaciller depuis l'élection en décembre dernier de Cyril Ramaphosa, dont la campagne était axée sur la lutte contre la corruption à la tête de l'ANC. Conformément à la Constitution, Cyril Ramaphosa est devenu le président par intérim de la République d'Afrique du Sud. Il sera élu de façon formelle par le Parlement dans les 30 jours à venir. Rappelons que 3 membres de la famille Gupta, la riche famille indienne impliquée dans le scandale de corruption qui emporte le président Jacob Zuma, ont été arrêtés dans la même journée, annonce la presse sénégalaise. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité pour Esaü TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Esaü TV. Nous passons au débat. Le débat, donc, nous parlons donc, comme je l'annonçais, de cette levée d'immunité de certains députés qui refait surface Kader Achirou. Oui, la levée d'immunité de certains députés, des députés de la minorité parlementaire qui seraient impliqués dans des scandales financiers, des scandales audités dont les mises en cause n'ont jamais été écoutées dans ces rapports d'audit, des audits fabriqués de toutes pièces, parce que je parle de fabrication, parce qu'on ne peut pas comprendre, parce que l'élaboration d'un audit a quand même une haute orthodoxie. Et dans l'orthodoxie de l'élaboration d'un audit, ça nécessite et ça oblige quand même à écouter quand même les mises en cause. On ne peut pas comprendre que comment le gouvernement a voulu réaliser des audits, a voulu auditer la gestion. Quand on prend d'abord la SONAPRA, où le gouvernement décide d'abord de cibler une période, c'est-à-dire de 2013 à 2016, quand on sait que le chef de l'État actuel, avec ses proches, ses amis et copains,
ont eu à être dans le coton de 2006 à 2012-2011. Alors pourquoi le chef de l'État décide de prendre à partir de 2013? Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des combines, il y a eu des malversations qui se font, qui sont coutumières dans le domaine de la Sonapra, dans le domaine du coton, et que le chef d'État a participé à cela, et parce qu'il n'est plus aujourd'hui avec eux, parce qu'il n'est plus avec eux depuis 2012 à 2016, il a voulu maintenant peut-être les livrer à l'avenir populaire parce qu'il ne partage pas son idéal de rupture, parce qu'il ne partage pas son idéal de vouloir prendre un nouveau départ pour le Bénin. Quand je prends le cas de Djenonté, qu'on veut coûte que coûte impliquer dans ce dossier coton, parce qu'on estime aussi que c'est un membre de l'opposition qui est assez tonitruante, quelqu'un qui, dans la verve, ne manie pas sa langue avant de dire quand même, de dénoncer les dérives du régime en place. Je pense que la politique politicienne, si c'est ça, la politique avec ruse et rage, si c'est ça la politique que veut mener le chef de l'État et son ministre Garde des Sceaux quand il parle de politique de ruse et de rage, je pense que ce ne serait pas avantageux pour eux. Idrissou Bako, Valentin Djenonté, Mohamed Renouho, encore que au niveau du dernier cas, on peut comprendre la volonté du gouvernement à vouloir mettre un terme avec la vente ou la commercialisation des médicaments issus du circuit parallèle. Mais quant aux deux députés FCBE, c'est-à-dire Valentin Djenonté et Idrissou Bako, je pense qu'il s'agit simplement de règlement sous fond politique et qu'on veut peut-être se servir du cas Atta Mohamed Renouho qu'on a jeté dans ce lot, quand on sait même que lui également n'est pas en phase avec ce qui se passe aujourd'hui et qu'il a eu à le dire plusieurs fois et qu'il a été objet d'attaques à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est à cela qu'on va assister les prochains jours. Mais est-ce que les députés eux-mêmes, en leur âme et conscience, vont véritablement voter cette levée d'immunité? Quand on sait que par le passé, Barthélémy Cassa a été dans la même situation, lui était beaucoup plus impliqué et de façon visuelle et de façon avérée par rapport à ce qu'on lui reprochait, parce que vous avez eu à gérer des fonds et qu'on nous dise aujourd'hui que les fonds ont disparu et que la justice nous brandisse son verdict le plus récurrent, c'est-à-dire le non-lieu. Comment on peut dire qu'il y a eu de l'argent qui a été géré et l'argent a disparu et qu'on dit qu'il y a un non-lieu? Il y a non-lieu parce qu'on va nous dire qu'il y a peut-être insuffisance de preuves et que le dossier a été vidé. Je pense qu'à ce niveau, il faut qu'on arrête ce théâtre, il faut qu'on arrête ce folklore, il faut qu'on arrête de folkloriser quand même notre classe politique. Il faut qu'on arrête ces théâtres assez permanents, assez récurrents, qui n'apportent rien quand même à l'enracinement de la démocratie. On veut faire la lutte contre l'impunité, on est d'accord. On veut faire peut-être la lutte contre la mauvaise gouvernance, on est d'accord. Mais que cette lutte prenne effet à partir de 2016, qu'on aille vraiment au fond des marchés gérés ou donnés gré à gré, qu'on aille au fond au niveau des structures étatiques qui ont été gérées avec les fonds de l'État pour savoir réellement ce qui se passe, qu'on aille au niveau des directions étatiques pour savoir également ce qui se passe. Mais ça ne sert à rien de venir, parce que je pense que le peuple béninois n'a pas élu en 2016 un auditeur des finances publiques. Le peuple béninois a élu en 2016 un président, un gouvernement pour pouvoir lui assurer un nouveau départ, pour ne pas dire une rupture. Le peuple en est d'accord qu'il y a eu quand même des mauvaises choses qui ont été effectuées. Le peuple en est d'accord qu'il y a eu quand même des choses qui ont été effectuées avec beaucoup d'égarement et de zèle. C'est indispensable à aucune gouvernance. Ceux qui sont actuellement là auront également des scandales. Ils en ont eu déjà avec Ofmas et bien d'autres. On ne va pas peut-être se mettre aujourd'hui à citer le chapelet de scandales qu'ils ont déjà. Ça ne manque jamais dans une gouvernance. Mais il faut que les dirigeants actuels savent que s'ils passent le temps, s'ils passent leur quinquennat à auditer la gestion de Boni Yayi, qu'ils savent que même s'ils ne partent pas en 2021, s'ils partiront après, il viendra quelqu'un qui viendra auditer également leur gestion. Et je pense qu'à ce moment donné, qu'ils ne parleront pas de chasse aux sorcières. Parce que ça ne sert à rien de tout le temps venir regarder dans le retrouvailles. Et quand on le fait, on n'avance pas. On n'avance pas. Parce que quand on voit aujourd'hui cette lutte contre l'impunité en dehors du DG Sonep qui a été arrêté et en dehors de quelques menus frottés qui ont été arrêtés pour des prébendes, est-ce qu'il y a réellement aujourd'hui des gens qui ont été arrêtés pour des dossiers de malversation financière à hauteur de plusieurs milliards? Les vrais milliards, ceux qui sont vraiment impliqués dans des scandales, que le peuple béninois meurt de volonté de savoir. Quand nous parlons de ICC Service, nous savons qui on voit directement. Quand nous parlons de Maria Guetta, nous savons qui on voit directement. Quand nous parlons de ceci et de cela, nous savons qui on voit directement. Et tous ceux-là sont aujourd'hui à la droite du père, c'est-à-dire à la droite du chef de l'État, Patrice Talon. Ils sont aujourd'hui constitués dans ce qu'on appelle le bloc de la majorité parlementaire qui va également voter contre. Donc je pense qu'ils pensent aujourd'hui qu'ils aient toujours à l'esprit que du plus pauvre au plus petit, on peut toutefois tomber, et que la roue tourne, et que 2019 s'approche. Et si la tendance a été inversée en 2019, qu'ils sachent que tous ceux qui sont en train de vouloir voter l'immunité de ceux qui ne sont pas peut-être impliqués et qu'on veut tout les livrer, parce qu'on veut livrer, et on veut faire plaisir au chef, de savoir que le chef qui est là aujourd'hui ne tient pas en compte de cela, mais qui tient compte de ses intérêts politiques. Merci à vous, Kader Achirou. Vous pensez que c'est une lutte ciblée? Je dois d'abord exprimer ma tristesse par rapport au développement que vient de faire Kader Achirou, dans la mesure où, quand on parle de corruption, la loi, elle est unique, elle est pour tout le monde.
La nouvelle loi qui a été votée dit que quand un crime de corruption atteint le niveau de 10 millions, il est imprescriptible. Ça veut dire que 1000 ans après, même si le président Talon partait, s'il y a des choses à revoir dans la gestion du coton avant 2012, cela se fera. Et je dirais que dire que ceux qui sont ciblés aujourd'hui, ou bien ceux qu'on voit directement dans le viseur, ceux qu'on pense avoir dans le viseur, c'est parce qu'ils sont de l'opposition, je dis, je ne suis pas d'accord avec ce genre de développement. Pourquoi? Forcément, il y a eu audit, donc les audits ont eu à révéler des choses. Et pour que les enquêtes puissent s'approfondir, il faut qu'on écoute tout le monde. Étant donné que les gens étaient couverts par leur immunité parlementaire jusqu'à un certain niveau, ils étaient pratiquement intouchables. Et c'est vraiment triste que ce soit ainsi au Bénin. Mais aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui veulent quand même franchir le Rubicon et qui disent il faut qu'on les touche. Les toucher comment? On a déjà essayé de lever des immunités, oui. l'immunité au temps de l'ancien président. C'est toujours bien de l'essayer parce que c'est à force d'essayer que les députés même comprendront qu'on est obligé de sauter le verrou s'ils veulent rester crédibles. Parce que ne pas le faire chaque fois, eux-mêmes ils perdent de leur crédibilité. Ils seront bien obligés de le faire et chacun ira devant le juge pour se défendre. Ailleurs, même les gens qui sont au pouvoir sont mis en examen et ils répondent. Donc pourquoi est-ce que nos députés n'iront pas répondre de ce qu'il faut? Ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés d'office. Et pourquoi pour les audits, on n'a pas entendu les mises en cause? Parce qu'ils ont indiqué que pour les audits, on ne les a pas écoutés. Oui, on ne peut pas les écouter. Un juge ne peut pas les convoquer avec leur immunité parlementaire. Un juge ne peut rien. Non, mais même les audits, dans le cas de Liari Somno, Liari, c'était plein. C'est après les audits que le juge peut entrer en action. Donc quand la personne ne peut même pas être écoutée par un juge, qui peut l'écouter? Il faut quand même qu'il y ait cette démarche de lever l'immunité pour que les gens puissent vraiment venir, qu'on les écoute comme tout le monde, comme les autres prévenus. Sinon, il y aura 2 poids, 2 mesures. Et quand on me dit qu'il n'y a eu que des menus frétins qui ont été arrêtés, quand on parle de DG Sonep, on sait à peu près de quel boy il est. Mais quand on s'intéresse à l'affaire CNSS, il y a quand même quelqu'un qui a été candidat, qui a été un vrai soutien du président Talon, qui est toujours en prison aujourd'hui dans cette affaire. Mais qui, à un moment donné, n'était plus en modèle de sainteté avec Talon. N'empêche, ce qui est sûr, on a retenu que lui, il était un soutien de Talon. Mais il est aujourd'hui en prison. Et il faut dire qu'Afta aura une fois des problèmes parce qu'il y a eu l'appel de Cotonou en 2012. Affaire de médicaments et de contrebande, tout ça, c'est interdit. Mais donc, le président ne savait pas ça avant de solliciter les voix de Afta Renouveau? Non, mais là, c'était une autre affaire. Parce que personne n'en parlait. C'était comme si c'était admis. Mais maintenant, quand il est arrivé, on ne s'est pas levé un jour pour dire on arrête Afta Renouveau. Il y a eu des mesures qui ont été prises, des médicaments ont été saisis. Et les gens ont été au tribunal. Des gens ont été en prison avant lui. Des gens étaient en prison avant lui dans cette histoire. Lui n'avait pas été inquiété. Donc, il avait déjà tout ce qu'il fallait pour qu'il se retrate. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il est dans les mailles de la justice. À lui de venir faire la preuve de son innocence pour qu'on le libère. Mais tant qu'on n'a pas levé l'immunité, je pense que rien ne peut se faire. Je crois qu'on doit mettre dans nos mœurs, ancrer dans nos mœurs qu'on doit pouvoir faire comparaître n'importe qui. Mais c'est compliqué parce que vous savez que notre pays est culturel. Tout à fait. On ne refuse pas. Et c'est compliqué quand même. Mais à force de gérer ça comme ça, nous aurons droit à une république bananière. Quand on est au pouvoir, on aura le droit de tout faire et on aura de compte à rendre à personne. Mais pourquoi ne pas tenir compte de nos réalités? Parce que je me dis quand même que dans notre culture, ça ne passe pas forcément. Mais nos réalités n'ont pas... Parce qu'avant, on parlait des rois, on parlait des... Ah oui. Voilà. Mais écoutez, la nouvelle loi sur la corruption, elle tient compte de nos réalités. Et pour la vulgarisation de cette loi, nous avons fait appel aux confessions religieuses, aux rois, à tout le monde, pour qu'on sache qu'aujourd'hui, la gabégie, c'est fini. Les rois vont dire à leur sujet, c'est fini la gabégie. Si vous voulez l'argent de l'État, vous allez en répondre. Et ce n'est qu'un signal, c'est le départ. Il faut qu'on encourage le président Talon dans cette direction. Je ne souhaite pas que les gens aillent en prison. Mais s'ils ont mal fait qu'ils aillent en prison, personne ne peut souhaiter le malheur de quelqu'un. Que les gens répondent. Ceux qui sont aujourd'hui en odeur de sainteté avec le chef de l'État, leur tour viendra aussi s'ils ont mal fait. Et moi, je le souhaite, je le salue et je prie pour que ça se réalise, pour que demain, tous les Béninois sachent que le bien public, ça se respecte. C'est mon point de vue. Est-ce que vous pensez que les députés vont lever l'immunité de leurs confrères? Ces députés, ils peuvent le faire, comme ne pas le faire. Ils le feront dans un contexte un peu avantageux à eux, parce que les législatives prochaines sont à l'orée et qu'ils rêvent d'avoir un financement pour leur campagne électorale. Ils peuvent le faire parce que eux aussi, tout en leur ensemble, parce que je vais peut-être rejoindre un confrère qui disait que l'Assemblée nationale est faite d'hommes d'affaires et de politiciens ayant des dossiers sales et encore sales. Alors, quand on est dans ce contexte donné, qu'on sait que si je ne le fais pas, on peut toutefois m'inquiéter et que c'est le plus fort qui me demande de le faire, il peut peut-être le faire à compte-cœur. Mais je dirais peut-être tout à l'heure, mon vis-à-vis, qu'en matière d'audit,
quand il s'agit de réaliser un audit, qu'un cabinet a en charge la réalisation d'un audit, il a l'obligation d'écouter le mis en cause. Tous ceux qui ont participé à cette gestion, on n'a pas besoin de lever une immunité avant que le cabinet Mazars Futile puisse aller écouter Idrissou Bako. Ça peut se faire par écoute téléphonique. On peut lui demander d'apporter les documents si on en a besoin, même s'il ne peut pas venir lui-même, il peut envoyer les documents concernés. Ça n'a pas été effectué. Vous avez évoqué un cas tout à l'heure, le cas de Léadi Soglo. Je dirais également à ceux qui nous suivent que je ne suis pas ici aujourd'hui pour peut-être défendre une opposition qui peut-être est en perte de repère et qui agit quotidiennement sur fond de culte de la personnalité. Mais je dirais qu'il ne faut pas encourager un gouvernement, parce que je respecte tout gouvernement qui fait de la lutte contre la corruption et l'impunité quand même son idéal. Je refuse et je ne pourrais pas en tant que tel respecter un gouvernement qui s'en sert pour en faire un moyen de pression envers les politiciens, envers les uns et les autres qui ne partagent pas sa vision. La démocratie, certes, c'est la guerre, mais pas la guerre des personnes, mais la guerre des idées. Il faut qu'on accepte que ceux qui ne sont pas dans le feu de l'action puissent émettre des réserves sur notre gestion, puissent émettre des critiques sur notre gestion. Mais ce n'est pas en voulant les oppresser, ce n'est pas en voulant les intimider, ce n'est pas en voulant les faire disparaître que vous allez penser que vous voulez avoir une gestion à l'unisson. Rien n'est parfait, ce n'est pas pour rien que lors de la présidentielle de 2016, il y a eu différents projets de société. C'est parce que chacun a sa thérapie pour guérir le Bénin malade. Chacun a sa thérapie pour guérir, pour relever le Bénin malade. Patrice Talon, Boniaï, même si Boniaï aurait été revenu au pouvoir, ce qui ne pouvait pas être possible en 2016, mais je parie qu'il n'allait pas travailler encore avec les mêmes hommes. Il travaillerait peut-être avec des hommes nouveaux. Parce que lui-même a eu à apprendre. Même s'il revient aujourd'hui, il a eu à apprendre. Et vous savez, la gestion d'un pays, Patrice Talon lui-même, si il doit parler en toute honnêteté, doit comprendre aujourd'hui que diriger un pays n'est pas chose facile. Et qu'il s'agit de la gouvernance, il y a des enjeux qui sont de haute taille. Au niveau de la passation des contrats, des saisons des contrats, il y a des non-dits toujours qui existent, mais qui ne peuvent jamais figurer de façon traçable sur un contrat donné. Et il en est conscient, mais qu'il ne s'en base pas, comme je l'ai dit à l'entame de cette intervention, pour dire qu'il en fait quand même un règlement de compte, parce que les uns et les autres sont assez tonitruants. Même si par le passé, il a eu à faire beaucoup d'entre eux. Même si par le passé, il a eu à contribuer à l'accession ou à l'ascendance de certains d'entre eux. Il faut qu'il soit, comme on le dit, père de la nation, qu'il soit haut, qu'il se dise je ne dépasse cela. Et maintenant, même si ce n'est pas le chef de l'État qui dirige cela, qu'il arrête la saignée et qu'il arrête de distraire le peuple béninois et qu'il soit concentré sur ce qu'il fait. Le peuple béninois, comme Penjari est en train de changer, le peuple béninois veut voir beaucoup de ressources changer, veut voir beaucoup de choses changer dans le pays. Mais on ne veut pas voir parce que quand il va le faire, il est en train de se desservir. Et ça ne sert à rien de se desservir en matière politique quand nous savons que nous avons 3 élections, grandes élections qui approchent. Les législatives en 2019, moi je disais déjà que bientôt, nous n'assistons plus à aucune action gouvernementale, nous assistons rien qu'à la politique. Et ça a déjà commencé. Mais il a dit qu'il n'est pas là pour la politique. Vous avez vu le chef de l'État qui est en train de rencontrer toutes les confessions religieuses déjà. Il rencontre tout le monde peu à peu. On va dire que non, que ce n'est pas rapport au dialogue social qu'on veut, c'est une stratégie aussi. 2019 est là, 2020 est là, 2021 est là. Donc je pense que le chef de l'État doit éviter cela pour ne pas se desservir. Est-ce que vous pensez que les députés vont lever l'immunité de leur père? Je ne suis pas un devin pour le dire. Je ne pourrais pas l'affirmer, mais je crois que ce serait salutaire de le faire. Parce qu'il faut qu'une fois ça se fasse et après ça va devenir jurisprudence et on pourra le faire beaucoup plus souvent chaque fois qu'on aura des personnes importantes qui auraient commis des crimes ou n'importe quoi dans ce pays. Et je le souhaite. Et ces députés, quand je regarde un peu la configuration de l'Assemblée, j'ai espoir qu'ils vont lever l'immunité de ces gens-là. Mon espoir ne se prolonge pas dans ce que ceux-là se retrouvent en prison, mais j'ai espoir qu'ils vont lever l'immunité. Mais si jamais ils lèvent l'immunité et que finalement la justice fait son travail et les blanchit, s'ils sont en prison, ça ne dépendra que de ce qu'ils ont eu à faire. L'essentiel, c'est que l'immunité soit faite. S'ils sont blancs, ils s'en sortiront. Mais si on lève l'immunité, est-ce qu'ils peuvent encore être candidats pour être à la députation? Je ne connais pas avec précision les textes pour pouvoir l'affirmer ici. On peut les garder pendant longtemps mais tout ce que je sais, c'est que quand vous avez des démêlés avec la justice, vous ne pouvez pas aller à une élection. Il faut avoir été condamné, je crois très bien, au moins une fois, et qu'il n'y ait pas un non-lieu. Je pense un peu. Je ne maîtrise pas vraiment ces textes de loi. La matière, on va essayer de se cultiver par rapport à tout ça. Lever l'immunité ne les condamne pas encore complètement. Merci à vous. Ne les condamne même pas du tout. C'est qu'on leur permet d'aller s'expliquer, d'aller s'expliquer et de donner en fait les dossiers, donner les preuves. Leur point de vue devant le juge pour pouvoir faire la preuve. Merci à vous, Khaled Kitomen, Kader Achirou, les chers débatteurs. Merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport avec Larios Adjak Beno.
Et l'espoir sur Free Matin, Larios Adjagbenon, bonjour. Bonjour Nadège. Alors nous sommes le 15 février, le club français a courbé les chines hier, 1-3 face au Real de Madrid. Nous allons revenir un peu sur l'ambiance qui a régné dans l'un des nombreux bars de Cotonou. Mercredi 14 février 2018, fête de la Saint-Valentin. Le Real Madrid a convolé en juste noces le PSG, le club de la capitale de l'amour pour les Européens, pour célébrer le 63e anniversaire de son mariage avec la coupe aux grandes oreilles. Le club espagnol, recommande de victoire dans la Ligue européenne des champions, a battu le champion français grâce à son attaquant vedette Cristiano Ronaldo, appelé CL7. Le quintuple Ballon d'Or a inscrit un doublé au cours de la partie. À Fifali, dans le 9e arrondissement de Cotonou, les supporters parisiens et madrilènes ont vécu une soirée de folie, comme au stade Santiago Bernabéu. Regardez. C'est mon équipe, il n'y a pas. C'est mon équipe, il n'y a pas. Dans l'autre match de la soirée, Larios Adjagbenon, les footballeurs africains se sont plutôt bien illustrés. Ah, tout à fait, Nadège. Dans ce second match de la soirée, les Anglais de Liverpool sont allés s'imposer 5-0 à Porto. Le meilleur joueur africain 2017, Mohamed Salah, auteur d'un but, et son dauphin, le Sénégalais Sadio Mané, auteur d'un hat-trick, sont les principaux artisans de cette victoire. La Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines dames, zone B, a démarré donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce mercredi. Le pays hôte et le Burkina Faso entament plutôt bien la compétition. Les Burkinabés ont corrigé les MENA du Niger 5-1, alors que les Ivoiriens ont assuré le service minimum face aux Black Queens du Ghana. Victoire 1-0. Dans le groupe B, le Sénégal affronte ce soir le Togo, tandis que le Nigeria va croiser les crampons avec le Mali. Rappelons que le Bénin devait rencontrer pour le compte de cette première journée de la Coupe de l'UFOA le Nigeria pour aujourd'hui. Et que le ministre n'a pas donné son quitus pour que cela puisse se passer. Oui, peut-être que le ministre a voulu éviter le syndrome du surdoué au bac 2017. Et donc, il y a une amende qui va être versée. C'est ce que prévoit les tests. Oui, $5 000 US, soit environ 2 500 000 francs CFA. C'est mieux que de connaître l'humiliation, parce qu'on ne sait pas ce que ça allait donner. Le football béninois, comme l'a dit d'ailleurs le président de la fédération, le football béninois est dans une dynamique aujourd'hui. Et après les résultats obtenus en 2017, le gouvernement, en collaboration avec la Fédé, veut maintenant inscrire le label Bénin au firmament du football africain. Et pour cela, je pense qu'il y a des préalables. Les filles ont affiché une volonté, une détermination, mais je demande à ce qu'elles aillent encore travailler plus. Merci à vous, Larios Adjagbenon. C'était l'espoir sur Free Matin pour mettre un terme à cette émission que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. On va se retrouver demain, nous serons vendredi pour la dernière émission pour le compte de cette semaine. Portez-vous bien, à demain, au revoir.